par le rapport sur la situation des finances publiques sur la période 2019-2024 que la Cour des comptes vient de sortir et qui nous a montré que le pays vit des situations difficiles en matière de finances publiques. Mais je suis convaincu, comme l'ont rappelé les ministres de l'économie et le ministre des Finances et du Budget, qu'il y a des possibilités d'inverser la tendance si certaines réformes sont mises en œuvre. Mais oui, mais il faut quand même situer les responsabilités à ce niveau. Où est-ce qu'on peut les situer? Oui, tout à fait. Les responsabilités devront être situées. Et je pense que la Cour l'a rappelé dans son rapport. Si vous lisez le rapport, la Cour, dès le début du rapport, nous a dit qu'il y a des possibilités qu'il y ait des référés, qu'il y ait des déférés, ou bien même des déclarations de gestion de fait. Et le ministre de la Justice aussi l'a rappelé qu'il y a beaucoup d'infractions qui pourraient être constitutives de qualification pénale et être portées devant la haute cour ou devant le pôle financier. Voilà. Maintenant, après, effectivement, au-delà de ces responsabilités-là, moi je pense qu'il y a des responsabilités à chercher. Au niveau de la Banque centrale d'abord. Oui. Parce qu'on nous parle de comptes qui sont ouverts, alors que ceux qui devaient ouvrir ces comptes n'ont pas les habilitations d'ouvrir ces comptes. On nous parle de manipulation de fonds, de dégagement de fonds de compte à compte. Et là aussi, il faudra mesurer quelle est la responsabilité de la Banque centrale dans tout ça. Il y a également la responsabilité du Parlement. Parce que dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, surtout. Ouais, l'Assemblée, pour être précis, parce qu'on n'a pas un Parlement bicaméral. Si vous regardez dans le rapport, à même égard, la Cour dit clairement que l'Assemblée nationale n'a pas été saisie sur tel point. Je peux donner l'exemple des dépenses fiscales, où il y a une décision de l'UEMOA de 2015 qui impose à ce qu'il y ait un rapport qui soit annexé au rapport sur la loi de finances. Quels sont les députés qui l'ont réclamé sur la période? Je vous repose la question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, en tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a, mais donc, à ma connaissance... n'a pas intéressé du tout les représentants du peuple. N'a pas intéressé du tout les représentants du peuple. Et la Cour nous dit également que 77% du budget est exécuté sous forme de transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 77% du budget quitte le trésor public pour alimenter des comptes qui sont ouverts au nom des sociétés publiques. Mais est-ce que c'est une violation de la loi aussi? Ce n'est pas une violation de la loi, certes. Oui. Ce n'est pas une violation de la loi, mais quand tu formes des inspecteurs du trésor, ils sont à l'ENA, ils ont fait 2 ans. Ils sont formés à gérer les deniers publics. Le décret portant règlement général sur la comptabilité publique dit que seuls les comptables publics doivent manier des deniers publics. Et qu'aujourd'hui, par des phénomènes de débudgétisation, qu'on en arrive à ce que le Trésor ne gère plus, pas, en tout cas plus que 30% du budget, et que l'essentiel du budget soit géré dans le cadre des agences. Certes, au niveau de ces agences, parfois il y a des agents comptables principaux qui y sont, mais la plupart du temps, c'est des agences où tu peux ne pas retrouver des agents du Trésor. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget est géré en marge du Trésor et qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se dégage dans l'opinion, le Trésor est victime de ce qui se passe dans ce pays-là. Mais est-ce que ce n'est pas le cas aussi? Parce que qui dit finances publiques pense au Trésor. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je dis que nous sommes victimes aujourd'hui de la situation qui prévaut dans ce pays. Parce que la situation est de telle sorte que aujourd'hui, vous avez un trésor public formé à gérer et à manier des deniers publics, comme vous avez des impôts qui sont formés à vérifier les déclarations fiscales des contribuables, à les contrôler et à recouvrer des recettes, la majeure partie des recettes de l'État avec les douanes. Vous avez aussi des inspecteurs du Trésor qui sont formés en planification budgétaire. Bon, c'est vrai qu'il y a la DGB qui les supplée un peu dans ça, mais qui sont formés aussi en termes de gestion de la trésorerie,
en termes de manipulation des deniers publics, de paiement des dépenses, d'exécution des recettes. Si vous avez ces organes-là et que derrière, l'essentiel du budget soit exécuté en dehors du circuit trésor, ça veut dire que le trésor est victime. Le trésor n'est pas coupable dans cette affaire, mais le trésor est victime. Mais oui, mais le trésor aussi ne peut pas se dédouaner comme ça. Parce qu'il y a des faits qui sont là, clairs, nets. Mais Fabrice, combien de comptables on a au Sénégal? On l'appelle. On a beaucoup de comptables. Oui. Au niveau de chaque région, au niveau des départements. Même dans les mairies, il y a des... Même dans les mairies, il y a des comptables. Mais le rapport ne parle que de 3 comptables, qui sont des comptables supérieurs. C'est la recette générale du Trésor, c'est le payeur général du Trésor et c'est le trésorier général. Et pour la recette générale du Trésor, le rapport ne parle que de problèmes de rattachement. Ça veut dire, vous prenez des recettes que vous encaissez en 2023, vous les rattachez en 2022. Je ne dis pas que ce n'est pas problématique, parce que ça permet, ça creuse un peu le déficit. Ça fait que le déficit que vous projetez, en réalité, ce déficit n'est pas conforme à la réalité. Par contre, ça n'appelle pas un besoin de financement supplémentaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des fautes de gestion, ce n'est pas des délits de gestion. Parce qu'il faut qu'on puisse essayer de distinguer. Ouais, quelle est la différence entre une faute de gestion et un délit de gestion? Les fautes de gestion, c'est des manquements aux règles de la comptabilité publique qui ne puissent pas être caractérisés comme des détournements de deniers publics. On vous dit, par exemple, qu'avant de payer à telle personne, il faut vérifier ça. Vous avez manqué à l'obligation de vérification, mais vous avez payé à la bonne personne. Ou parfois, ça arrive que le règlement général sur la comptabilité publique vous soumet à certaines procédures que vous ne respectez pas, n'ouvrez pas des comptes, vous ouvrez des comptes, etc. Ça, c'est des fautes de gestion. Mais le délit de gestion, c'est quand il y a une volonté manifeste de détourner des fonds publics pour en faire un usage personnel. Et à partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas vu dans le rapport, après avoir parcouru 57 pages, je n'ai pas vu dans le rapport quelque chose qui pourrait aujourd'hui qualifier de délit de gestion. Dans le rapport, il n'y a pas de délit de gestion. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça parce qu'après, il y a des choses qui sont suspectes et qui devront faire l'objet d'enquête. Mais est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat? Oui, il y a de quoi fouetter un chat quand même. Parce que quand on nous parle d'ouverture de compte bancaire qui ne devait pas être ouvert, quand on nous parle de ministre des Finances et du Budget qui se considère comme un comptable public, quand on nous parle de dépenses fiscales qui ne sont plus annexées depuis 2022-2023, effectivement, il y a des examens complémentaires qu'il faut faire, il y a des enquêtes à approfondir pour arriver à une situation beaucoup plus spécifique. Mais en attendant d'en arriver à cette situation, aujourd'hui, vous lisez le rapport, vous voyez des fautes de gestion qui sont ciblées, vous ne voyez pas directement des délits de gestion. Mais vous n'allez pas quand même exclure ce patron du Trésor qui a vu transiter dans son compte beaucoup d'argent aussi. Oui, quand on dit dans son compte, le rapport dit le trésorier général a ouvert dans son compte, a ouvert un compte bancaire. Le rapport ne dit pas monsieur X a ouvert un compte bancaire. C'est ça la différence. Ça veut dire qu'il l'a ouvert au nom du trésorier général. Ce n'est pas à son nom personnel. Ça, c'est une confusion aujourd'hui que les médias entretiennent. Ce qui est écrit, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein? Non, on a dit le trésorier général a ouvert un compte bancaire. On n'a pas dit monsieur X. Ça dit quand vous ouvrez un compte bancaire, quand vous ouvrez un compte bancaire au nom du trésorier général, ce n'est pas la même chose que quand vous ouvrez un compte bancaire. Et d'ailleurs, la preuve, pour vous donner la preuve de ce que je suis en train d'avancer et d'affirmer, toutes les dépenses qui ont été exécutées dans ce compte-là ont été ordonnancées par le ministre des Finances. Or, si toi tu ouvres un compte bancaire en ton nom personnel, tu n'as pas besoin de demander l'aval du ministre des Finances pour gérer... Pourquoi procéder ainsi? Parce que tantôt vous aviez évoqué l'ouverture des comptes parallèles. Oui, effectivement, on peut se poser des questions. Il a évoqué des raisons techniques. Après, les gens peuvent faire les vérifications supplémentaires pour voir le bien fondé de ces allégations. Mais d'emblée, ce que je puis dire, c'est quoi? C'est que il faut comprendre que dans une république, il faut parfois des parcelles de liberté et de flexibilité pour gérer certaines situations. Maintenant, il faut que ces parcelles soient assez réduites
pour éviter que des fonds publics ne soient détournés. Mais on ne peut pas gérer en étant strictement dans la régularité. Parfois, le problème, c'est que ces parcelles-là, c'est la porte souvent ouverte à la pagaille. C'est pourquoi je dis qu'il faut limiter ces passés de liberté. Mais avec des textes qui sont clairs et les sanctions quand il y a des manquements. Je donne un exemple aujourd'hui. L'actuel gouvernement, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas organisé des élections législatives. Si. Est-ce qu'en ce moment-là, ils avaient une couverture budgétaire? Pas du tout. C'est des flexibilités qui leur ont permis en 2 mois d'organiser des élections.